si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas vendredi. Nous ne sommes pas vendredi aujourd'hui, c'est mercredi. Mais étant donné que l'information que nous avons à vous transmettre aujourd'hui est tellement bonne, nous allons la retransmettre vendredi prochain.
C'est pourquoi nous tenons à le faire en live. Nous, c'est Malaki Makongo, dans le cadre des activités de notre Malaki Afro-Congo TV. Nous allons recevoir un éminent chercheur, un Ngouanga. Donc, nous allons recevoir un grand monsieur, il va se présenter, et voilà. Malaki Makongo, comme vous savez, cette émission, donc La Nation Congo, cette émission, La Nation Congo, est présentée tous les vendredis par Masengo Mambongolo, votre humble serviteur. Et nous, dans le cadre de Malaki Makongo, nous avons travaillé sur les racines de la culture africaine en Afrique. Nous avons travaillé pendant beaucoup d'années, une trentaine d'années, sur les racines de la culture Congo dans les Amériques, je dis bien dans les Amériques. Et là, on est en train de regarder de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire dans l'océan Indien, pour voir s'il y a des racines Congo dans cet espace du monde, l'océan Indien, plus précisément dans les terres mahoraises. Notre invité va nous donner beaucoup plus de précision. Donc, nous allons rechercher les traces de la culture Congo à Mayotte, dans les Comores, peut-être les Seychelles, l'île de la Réunion, et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la partie de l'océan Indien et, s'il vous plaît, notre invité d'honneur, il va se présenter. Salut, monsieur. Mbote. Bonsoir, monsieur Mastingo. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en direct, ou qui nous suivront vendredi prochain. Voilà, présentez-vous parce que tout le monde veut savoir qui vous êtes. Merci de me donner cette occasion de me présenter et surtout de présenter les travaux que j'effectue au niveau de Mayotte. Alors, pour commencer, je suis monsieur Nzingoula Richard, né au Congo-Brazzaville, du groupe linguistique Congo, et on donnera les précisions de cela. Hein. Et sinon, j'habite dans l'océan Indien, en tout cas dans la zone de l'océan Indien depuis 2005. À la suite d'une affectation. Hein. J'ai travaillé en tant qu'enseignant et conseiller principal d'éducation dans les lycées et collèges d'Île-de-France. Depuis, j'ai eu le domicile par ici, où je suis aussi en même temps formateur et chargé de mission dans le cadre de mon travail d'enseignant. Et à côté de cette activité professionnelle, voilà, je fais de la recherche de façon indépendante. Hein. Donc, je suis un chercheur indépendant. Pour ce qui est évidemment de survivance Congo en terre mahoraise et dans la sous-région. Pourquoi, on le dira tout à l'heure, voilà un petit peu, je suis passionné par ce que je vis ici parce que la culture Congo, je suis Congo et je retrouve des substrats de la culture Congo aux Comores, notamment à Mayotte où je réside depuis une dizaine d'années. Et je veux partager cette expérience-là, ces découvertes avec les amis Congo qui sont disséminés ici et là, en Afrique, aux Amériques ou en Europe. Alors, je dirais que je suis ému. Je suis ému parce que je suis ému et je suis fier. Fier de savoir que je ne suis pas seul. Parce que depuis des années, moi, je poursuis la recherche des traces Congo partout où ils sont, en Afrique du centre, du sud, en Afrique de l'Ouest,
Et là, et en Amérique aussi, Et là, nous sommes dans l'océan Indien, Mais avant de passer au grand régime, avant de passer aux choses fortes, j'aimerais d'abord qu'on parle de cet homme-là qui est devant nous. Parler de cet homme, il faut commencer quelque part. Nous allons commencer par ici. On va parler de lui en commençant par là où on l'a surpris, là où on l'a trouvé. Et je ne sais pas s'il va... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Dites-moi. Mais là, c'est moi en région parisienne, donc en plein hiver. Ça, c'est une photo qui remonte aux années 2000-2002. Voilà, j'étais encore en région parisienne, sous le froid. Et voilà. Avant que je quitte le froid pour aller à La Réunion dans un premier temps et ensuite à Mayotte. Bon, avant la Réunion, avant Mayotte, avant Paris, vous étiez au Congo. Parlez-nous de votre enfance, parlez-nous de ce que vous avez fait jusqu'à arriver à ce point-là. Oui, et tout à fait. Donc, moi, je suis né à Brazzaville, au quartier Mongali, où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège. Au collège, j'allais donc l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à l'école primaire des Trois Martyrs. C'est à Mongali. Ensuite, je suis allé au collège, au CEG 8 février, donc ancienne ex-Sainte-Thérèse, à côté de l'église Sainte-Anne. La basilique ou l'église, je ne sais plus si c'est une basilique ou une église. Donc, j'ai fait mon brevet là-bas. Après le brevet, j'ai intégré le lycée technique du 1er mai, où j'ai fait une série E. Donc, la série E, série mathématiques et techniques. On faisait donc plutôt le bac C, sans la biologie. Et à côté de la biologie, il y avait toutes les disciplines techniques. Donc, ça allait du fraisage, tournage, bureau d'études, dessin technique et compagnie. À la suite, donc, après le baccalauréat, donc après le lycée, je suis allé faire une prépa à Reims. Après la prépa, je suis allé à Saint-Étienne pour poursuivre. Quand j'ai fini mes études, je suis retourné m'installer à Reims, où j'avais commencé. Et de là, j'ai commencé l'enseignement en région parisienne. Donc, j'allais et je revenais les week-ends. J'ai fait ça pendant quasiment 1 année et demie. À la fin, c'était pesant. J'ai finalement décidé, nous avions décidé à l'époque avec ma femme, d'aller s'installer en région parisienne. Donc, c'est comme ça qu'on arrive en fait à Pierrefitte. Pierrefitte, voilà. Donc là, on est en 1994. Voilà, 14. Et on s'installe à Pierrefitte. On va y rester jusqu'en 2005. Voilà. Et après 2005, nous voilà en direction de La Réunion. Voilà, on arrive à La Réunion. Je reste 3 ans à La Réunion, donc de 2005 à 2008. Après, donc, de La Réunion, j'avais déjà des échos finalement de la sous-région. Je savais que je pouvais arriver à Mayotte, qui commençait à intégrer vraiment les départements français. À l'époque, c'était une collectivité. Et donc, il y avait déjà cette mouvance-là d'intégrer la France. Et moi, je suis venu en 2008 et Mayotte est passé département en 2011. Donc, j'étais présent à Mayotte lorsqu'ils sont basculés de la collectivité vers en fait, avec le statut de département. Et cela jusqu'en 2012. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire plus de 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, le contrat, il fallait retourner, aller ailleurs ou retourner dans son académie d'origine. Voilà comment je reviens finalement sur La Réunion
pour y effectuer mon service encore pendant 3 ans. Et en 2015, entre-temps, la loi a changé, c'est-à-dire qu'après 2015, on pouvait s'installer à vitam aeternam à Mayotte. Donc, depuis 2015, je suis et j'habite à Mayotte jusqu'à présent. Ok. Donc, voilà un petit peu mon parcours au niveau de l'océan Indien, département de l'océan Indien, département français. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont autour du cou? C'est quoi? Alors, ça, c'est un collier qu'on met autour du cou des autres qu'on reçoit. C'est-à-dire que soit dans les manifestations, genre mariage ou toute cérémonie digne de ce nom, les autres sont couronnés comme ça. On leur donne, en fait, on leur met un collier. Et ces colliers ont différents parfums et différentes valeurs. Donc, ils n'ont pas la même valeur. La valeur, en fait, est donnée par les fleurs, parce que c'est les fleurs, là, c'est les fleurs c'est les dames qui confectionnent ces colliers. Et suivant le type de fleurs qu'elles mettent pour faire le collier, c'est pas le même prix. C'est les colliers qui sont vendus. Le prix varie entre 15 € et 30 € en moyenne. Et voilà. Donc, généralement, lorsqu'on va chercher des amis à l'aéroport, on achète ces colliers-là pour leur témoigner la bienvenue. Bienvenue en termes maorais. Donc, c'est vraiment ici un sport national. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a une manifestation, c'est érolé de couronne, pas de couronne, de collier. C'est vraiment faire preuve en fait de l'attention qu'on porte sur la personne qu'on reçoit, que ce soit les mariés ou les témoins de mariés. Voilà. Donc, dès qu'il y a un événement solennel, les dignitaires, ou en tout cas les invités de marque, on leur fait porter ce colis. Et quelle est la différence entre les deux? C'est ce que vous venez de dire là, finalement. Qu'est-ce qui est plus Oui, par valeureux? exemple, le collier qui est coloré là a été Oui. confectionné avec différentes fleurs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des bougainvilliers. Le violet là, c'est des fleurs de bougainvillier. Et puis les verts, c'est des fleurs d'autres arbustes. Hein. Il y a un peu de tout. Par contre, le blanc, lui, il est vraiment, c'est vraiment comment dire, le top. Le collier blanc, là, il est confectionné avec une variété de fleurs qu'on trouve ici. Et ces fleurs-là sont omnivantes. Hein. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, dans les cérémonies, ou en tout cas les femmes qui ont reçu la vraie éducation mahoraise, chaque soir, lorsqu'elles ont fait le lit, saupoudrent un petit peu tout le lit avec ces fleurs-là. Voilà. Donc, c'est la fleur, vraiment, c'est la fleur. Ici, c'est vraiment dans l'océan Indien, en tout cas aux Comores, cette fleur-là est vraiment, c'est vraiment la quintessence de la fleur. C'est vraiment le top. Et croyez-moi, lorsqu'on vous met ça au cou, vous ne sentez plus rien autour de vous. Vous êtes en fait envahi par une espèce de parfum mais naturel, mais vraiment, non, même les parfums artificiels fabriqués par les grandes maisons de marque ne peuvent pas rivaliser avec ça. C'est impossible. Je vous dis ça parce que je l'ai testé. C'est vraiment pas possible. Voilà. C'est vraiment. Vous êtes parfumé. Voilà. Vous êtes auréolé de parfum. Voilà. Et naturel. 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 Avec ça. Et quand on voit les sommes parfois dépensées pour acheter des flacons de parfum dans les magasins de luxe, et c'est parfum naturel là. Donc, c'est naturel. C'est les fleurs qui sont sélectionnées, mais vraiment qui vous apportent un bien-être comme pas possible. Vraiment, c'est impensable. Il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Et quel est le type, quel est le type quel est le, est-ce qu'il y a la présence au plan physiologique? Est-ce qu'il y a la présence Congo là-bas? Oui, il y a la présence Congo et pour cause. Je reviendrai dessus si vous m'en donnez l'occasion. Au plan
au plan Oui, 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 visage. stéréotype au plan visage, au plan, parce que les dames que vous voyez là, vous voyez bien qu'il y a un petit mélange. Le monsieur qui est debout, on sent le Congo. Les dames sont un peu plus métissées. Donc, le métissage qui vient plutôt de l'île voisine, hein, qui est Madagascar, avec les Bantous de l'Afrique. Donc, et parfois d'ailleurs, celle qui est bien voilée là, qui a le châle et tout ça là, elle, c'est plutôt un peu d'origine arabo-musulmane. Voilà. Ah, Voilà, vous voyez un peu, il y a en fait ces mélanges-là qu'on trouve ici. Il y a ou mélange Afrique malgache, ou plutôt mélange comme cette dame-là, voilà, le plus petit détail là, elle, c'est plutôt un mélange arabo-musulman et Afrique. Il y a parfois des mélanges arabo-musulmans, Afrique et puis malgache. Donc, la dame la plus grande que vous voyez en rouge là, la plus grande des dames, elle, elle est typée malgache, malgache Afrique. Voilà. Et donc, vous avez en fait un foisonnement de culture et même voilà, de stéréotypes, hein, et morphotypes, pardon, c'est quel, Afrique. c'est quel type de personne ici? Bon, ici, ben, ça, c'est des Bantous, hein, Bantous, créoles, et puis Mahoraises, donc croisement Afrique et un peu malgache. Donc, Ok, au milieu, vous avez mon fils aîné, hein, qui est banquier d'affaires, et avec sa compagne, créole. Et sur les côtés, vous avez M. Zingula, le patriarche, et Mme Zingula, qui est mahoraise. Voilà, ok. la petite famille. Alors, on continue. Oui. Ici, c'est la maison, là où nous habitons à Mayotte. C'est le domicile des Zingula. Ah, d'accord. Il y a des papayers, des bananiers. Papayers, bananiers, les mêmes, finalement, on a les mêmes arbres, la même faune qu'on a au Congo. On a des bananiers, là, c'est les bananes plantains. Il y a le palmier. Mais le palmier d'ici ne donne pas les grappes de ngaji. Ok. Et ça ne donne pas des ngaji. C'est un palmier, en fait, qui ne donne rien. Voilà. C'est juste un palmier décoratif. Hein. Il ne donne pas de fruits. Et puis, quoi d'autre? Ah, là, c'est à l'île de la Réunion, au volcan. Donc là, vous avez en fait le reste de la coulée de lave hein, de 2006. En 2006, il y a eu vraiment, le volcan avait bougé. Et donc là, voilà, j'ai fait une photo pour immortaliser un peu le temps. Je À l'île de la vois. Réunion. Et là, Ici, je suis parti, oui, on entretient un petit verger et on était parti en fait labourer un peu le champ. Et il faut savoir qu'à Mayotte, tous les samedis, dimanches, tout le monde va au champ, quasiment tout le monde. Voilà, donc c'est une culture ici, quelle que soit votre fonction, vos statuts. Les samedis, dimanches, on va au champ pour cultiver, récolter, labourer, faire tous les travaux champêtres. Et d'ailleurs, moi qui suis de Brazzaville, de Mongali, Potopoto, je n'ai pas connu ça. Les amis qui étaient dans les provinces au pays avaient peut-être connu ça, mais moi, je n'avais pas cette dimension de la vie. Il fallait que je vienne à Mayotte pour me reconnecter avec la terre. Et c'était un grand plaisir. Et jusqu'à présent, dès que j'ai l'occasion de le faire, j'hésite pas d'aller cultiver, d'aller. Voilà. Donc, tout le monde ici, quasiment toutes les familles ont quelque chose, un petit verger quelque part. Voilà, à 10 km, 20 km, 50 km là où on habite. Et c'est le lieu où toute la famille se retrouve. Ben, on y va en famille, voilà, on cause, on se reconnecte avec la terre. Et c'est vraiment un réel plaisir de vivre ça et que de quitter de quitter la cravate finalement, d'oublier un peu les bureaux climatisés et se retrouver en contact
avec la mer nourricière qui est la terre. Et ça, sincèrement, c'est un des éléments d'accroche de ma vie sur Mayotte. J'ai beaucoup apprécié et j'apprécie ces moments-là où on se retrouve dans la brousse en train de couper, débroussailler, planter, piquer, enlever, arracher, récolter. Et on sort de là, voilà, en fin d'après-midi, bien sale, bien poussiéreux. Et on rentre à la maison pour retrouver la modernité. Et ces allers-retours permettent en fait d'équilibrer l'esprit Congo. Ok. Voilà, parce que, in fine, la terre, on sort de la terre. Hein, voilà, on retourne dans la terre. Dans nos Donc, pays, on ne le fait plus. Ça se faisait dans les temps passés, simplement parce que dans les années 71-72, il était interdit aux fonctionnaires d'exercer une autre activité en dehors d'aller de lundi à mais vendredi. ce qui est interdit, c'est l'activité lucrative ou juste aller faire un petit champ au village? Ben, on va faire un champ, on le fait pour produire des choses et que l'on porte au marché. Et voilà, on a perdu ces valeurs-là, on les a plus. Voilà. C'est dommage, hein? Il faut venir nous aider à les récupérer, ces valeurs. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ah ben oui. Alors, oh, et là, Là, c'est les sorties bateaux. Donc, il faut savoir que Mayotte, c'est un grand lagon, c'est quasiment le plus grand lagon au monde. Et une des activités touristiques à Mayotte, c'est les sorties bateaux. Et quand on fait des sorties bateaux, il y a des îlots autour de Mayotte et il y a des îlots comme ça qui sont temporels. Je m'explique. Cet îlot-là que vous voyez là, sable blanc, la journée, en tout cas, on va dire de 9h jusqu'à 17h, l'eau est partie. Et le soir, l'îlot est englouti d'eau. ah là là. Voilà. Donc, parfois, on y va. Là, ce jour-là, on était parti avec des amis. On arrive avec les glacières, avec tout ce qu'il faut. On a fait un barbecue, on a fait la fête. Mais il faut savoir qu'à 17h, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, oui, il faut avoir un timing comme pas possible. Vous préparez tout, 16h30, vous rangez tout et le bateau vous récupère pour repartir. Si vous restez là, ben, vous allez être submergé, hein, englouti par l'eau et puis c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. C'est à votre risque et péril. Vous êtes obligé de faire vite et de partir. Est-ce que je peux dire que vous êtes content de votre vie, du temps que vous passez à Mayotte? Ah oui, sincèrement, oui, sans exagérer, on vit bien à Mayotte. C'est un coin paisible. En tout cas, après, qu'est-ce qu'on entend par être bien? Le tout, c'est une connexion par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on veut et comment on veut le faire. Moi, en ce qui me concerne, pour avoir retrouvé mes racines à Mayotte, ça m'a permis vraiment de m'accrocher à ce petit pays, ce petit territoire de la France qui est perdu dans l'océan Indien. Ok. Et là, c'est quoi finalement ça? Ici, c'est mon premier ouvrage que j'ai rédigé, donc que j'ai écrit avec des amis mahorais. C'est mon premier séjour à Mayotte. Donc, quand je suis arrivé à Mayotte en 2008, en provenance de la Réunion, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, j'ai constaté des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la survivance de la culture Congo en termes maoraises. Et donc, au début, je n'étais pas motivé pour écrire tout ça. Je faisais un petit témoignage oral auprès des amis qui m'écoutaient. Et un ami camerounais m'a dit, Richard, le constat que tu fais, tu devais faire le témoignage de ce que tu vis ici. Parce que tu m'en parles tout le temps,
Parce qu'à chaque fois qu'on avait un moment de libre, d'échange, je lui parlais de ce que je constatais. Et lui va me pousser à l'écriture. Il va me dire, oui, mais ce que tu me dis là, moi, je ne connais pas ta culture, mais c'est tellement fort ce que tu me dis, pourquoi tu ne fais pas un témoignage écrit? Écris-le. Je lui ai dit, non, mais attends, moi, je suis technicien pur et dur, je suis pas dans l'écriture. Il dit, mais attends, mais l'écriture appartient à qui appartient à l'écriture? Ça n'appartient à personne. Tu es technicien et alors? Ça t'empêche de témoigner? Dis-le. Lui, il va me pousser. Et à l'époque, on avait la chance, lui, aller souvent à la radio pour des interventions un peu en sociologie et tout ce que veut. Il va me dire, mais moi, j'ai des entrées à la télé et à la radio. Donc, si tu veux, tu viens avec moi, tu viens témoigner, tu dis ce que tu as à dire. Je dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire quoi? Moi, je suis professeur, ça me suffit comme ça. Il vient avec moi, tu vas dire ce que tu me dis tout le temps. Il va insister, finalement, je le suis. J'arrive, on parle, et le hasard fait que ces émissions étaient souvent, en fait, des émissions directes. Donc, les Mahorais pouvaient intervenir pour dire un peu leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à ce qu'on disait. Et à ma grande surprise, ce que je disais vraiment touchait le public. Les gens ont commencé à poser des questions. Mais monsieur, ce que vous dites là est vrai. Vous dites que chez vous, vous dites Ngoma, voilà, etc. Et moi, je n'ai jamais fait de Mayotte, je ne connais pas votre pays, je viens d'arriver. Je constate que le corpus linguistique, on a vraiment, on le partage. Ce que vous mangez, etc., etc. Donc, je vois beaucoup de choses qui me parlent. Et donc, voilà. Ah non, d'accord. Et donc, ça fait des allers-retours. Donc, plus je parlais, plus je recevais, plus j'alimentais, et ça m'a permis de conforter, en fait, ma position d'écriture. Et finalement, le vrai déclic arrive le jour où je suis allé marcher dans mon quartier et je vais rencontrer une dame d'un âge avancé qui me demandait de l'aider à porter une charge sur la tête. Et vous savez comment ça s'appelle au pays quand une maman vous demande de l'aider à porter une charge, à mettre une charge sur la tête. On dit une tuile. Elle m'a sorti l'expression, le mot. Une tuile qui Elle dit Monier, une tuile qui ça. Moi, je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas me dire ça ici. Je me suis dit, je suis où là? Une tuile qui ça. Donc, je me suis débrouillé pour lui faire comprendre que je n'avais pas compris. Pour lui faire répéter le mot, en fait. Je lui dis, non, mais j'ai fait un hochement de tête. Je dis, non, mais madame, désolé, je n'ai rien compris. Monier, une tuile qui ça. Elle répète ça 2 fois. Et je me suis exécuté. J'ai pris donc la charge qu'elle avait, qui faisait quasiment une 50aine de kilos. J'ai posé sur sa tête. Et imaginez-vous le coussinet qui était sur sa tête. Et c'est le même coussinet que nos mamans mettent sur la tête pour mettre des charges. Et ce coussinet, on appelle un kata ici, comme chez nous, un kata. Elle a posé la charge, elle m'a remercié, un kata, un kata. Elle a posé la charge sur le cou. Je lui ai dit à poser la charge sur la tête, sur le kata. Elle est partie en me remerciant. Et là, je me suis dit, non, tu es qui ça, c'est fort. Mais avant cette rencontre-là, j'avais les mots des élèves dehors, je voyais. Une fois, j'attendais un taxi-bus, parce que j'avais fait le véhicule au départ, et je repassais une camionnette. Et sur la camionnette, il y avait le dessin du moustique. Et à côté, il y avait marqué Mou, Stopumou. En fait, il y avait une campagne de moustication. Et donc, j'ai compris en fait que le moustique est appelé Mou comme chez nous. C'est quoi? Bon, peut-être que c'est un mot perdu comme ça. Et entre-temps, je vois quelqu'un qui montre le chien en disant Moi, Ngombe, Nyoshi, Nyoka, là-bas, et là-bas, attention, là-bas de juré.
chez nous. Quand on dit ici là-bas, je jure. Tu demandes à quelqu'un de jurer, il dit là-bas. Djandefi, Labandefi. Nkuni, pour le bois sec. Mouti, Mais pour le c'est bateau. à Mayotte, ça? C'est à Mayotte. Mouti, il y a même le Nchi. Le Nchi, le terroir. Le Nchi. Mhm. Il y a le Malavou. Il y a le Djama. Djama. Yanika. Dia. Manger. Yenda. Mwendo. Muntu. Ludimi. Njevo. Meso. Meno. Dinu. Disu. Njevo. Makutu. Ngombe. Mwivi. Kola. Kola kata kola. Songoja. 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 Celui qui mange goulûment là. Mhm. Songoja, ils ont ça. Attendez. Moi, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas eu besoin de 1000 mots. Quand on me dit Nkuni, Nti, Songodia, Yanika, Ola, Olele, Ola, Nchiba, Muivi, Nyoshi, Mpuku, Nyoka, Mvumba, Ntsumsumbi, Ntwikisa, Soka, Soka. Il y a des mots que je ne peux même pas dire ici par décence, mais il y a des mots du corps humain, des organes du corps humain. Ce sont les mêmes. Moko. Coco. La croûte de la plaie. Alors, figurez-vous, en 2010, il y a eu des experts qui sont venus ici, venus de Rouen, pour standardiser et stabiliser la langue. Puisque l'éducation nationale, depuis quelque temps, avait donné la possibilité à certains territoires français de faire un mix, d'essayer pour faire réussir les élèves, hein, faire la pédagogie en langue locale. Ça se passe en Bretagne, en Alsace et même en Corse, ou dans les dom-toms. Donc, à La Réunion, par exemple, le créole, voilà, est parfois emmené dans les classes pour aider les élèves non francophones à comprendre certains concepts. Donc, les professeurs ont la possibilité d'utiliser certains mots créoles pour faire passer le message. Ça, c'est au niveau de la loi, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le souci qu'on a à Mayotte, c'est pas comme le créole réunionnais ou antillais qui est déjà bien travaillé. Il y a beaucoup de discussions parce qu'à Mayotte, il y a une langue allogène qui est une langue venue de Madagascar, qu'on appelle le kibushi ici, qui est parlée par les gens des populations d'origine malgache. Donc, et à côté, donc, ils sont grosso modo estimés à 20% de locuteurs. Et les 80% restants, c'est les Bantous. Donc, ils parlent le Shimaoré, langue plutôt d'origine Bantou. Voilà. Et du coup, il faut trouver en fait une langue finalement parlée par tout le monde. Et donc, ces équipes-là qui venaient de la métropole sont venues pour travailler sur ces langues, en tout cas la langue qui sera qualifiée de langue mahoraise pour les enseignements, surtout dans les petites sections. Il se trouve que ces travaux, ils sont vraiment des grands travaux, sauf que c'est piloté par des gens qui ne comprennent aucune langue bantou. Local. Et ça m'a un peu offusqué. Il fallait assister à 2 jours de conférences, de ces conférences-là, pour voir un peu ce que ça retournait. Et les gens qui viennent standardiser les langues, mais aucune de ces personnes ne parle la langue.
Et quelque temps après, d'ailleurs, avant le colloque, je les retrouve sur une émission, un plateau d'émission radio, où je suis invité en tant que chercheur indépendant sur les langues mahoraises, Congo et compagnie. Et eux, ils sont là en tant qu'universitaires qui viennent statuer, stabiliser, standardiser la langue mahoraise. Et donc, on se présente. Le journaliste nous demande de se présenter, on se présente en tant de table. Et après, commence la discussion. Et la magie fait que, en fait, c'est des émissions qui sont en direct. Donc, les Mahorais interviennent en direct. Ils disent, moi, on vous a tous écoutés, vous vous êtes présentés, mais on voit très mal que vous venez de la métropole, pour venir standardiser, travailler sur les langues, c'est bien. Vous venez travailler sur les langues que vous ne comprenez même pas, vous ne parlez pas. Et nous, on préfère le monsieur qui est à côté, là, le monsieur Zénila, qui n'est pas chercheur reconnu et universitaire, mais qui dit des choses sensées. C'est-à-dire que je dis, mais quand je prends le dictionnaire qui faisait autorité jusqu'à présent à Mayotte, le dictionnaire écrit par, enfin, un dictionnaire, c'est un lexique, hein, qu'on a osé appeler dictionnaire, écrit par une dame qui a travaillé ici, qui était au départ psychologue, et puis bon, elle a trouvé un élément d'accroche, elle a travaillé sur le travail qu'elle a effectué, c'est un bon travail, hein, salué. Sauf que quand vous touchez la langue, vous touchez quand même à la vie des gens. Parce que la langue, c'est le vecteur d'une culture. Et qui dit culture dit comment les gens se disent bonjour, comment ils s'organisent dans la vie, comment ils s'enterrent, comment. Et ça, quand vous touchez à ça, c'est très sensible. Hein. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Cette guerre-là, même s'il y a l'économie au-dessus, mais en sourdine, il y a beaucoup de choses cachées, y compris la langue. On a tous entendu à la télé les commentateurs dire que les Ukrainiens voulaient bannir les russophones. Ils ne voulaient pas que les gens d'origine russe parlent russe en terre ukrainienne. Donc, ça fait partie des tensions. Et donc, finalement, ces gens-là qui viennent venir travailler sur les langues, et sans avoir les tenants et aboutissants ni de l'histoire, ni de la culture des gens, parce que d'ailleurs, parler de langue, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, toutes les recherches en linguistique ont montré que c'est le lien langue-culture. On ne parle plus de langue maintenant, on dit langue-culture, parce qu'on ne peut pas détacher la langue de la culture. Ça n'a pas de sens. Quand vous prenez un comique français du genre le devin Coluche, vous l'amenez en Afrique, mais il fait rire personne. Et pourtant, c'est un bon comique. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Europe, avec les amis à la fac, ils rigolaient beaucoup sur Coluche. Et moi, je pensais qu'ils se disaient vrai, c'est qu'ils ne faisaient pas semblant. Ses amis là me disaient, oh, mais il est marrant ce monsieur-là, il nous fait rire. Et moi, j'avais beau chercher, dans ce Coluche-là, je ne trouvais rien de marrant. Il m'a fallu intégrer les valeurs de la culture française, c'est-à-dire comprendre la politique, les tenants aboutissants de la politique, de la sociologie française, pour rigoler sur Coluche. Ouais. Mais au début, la première, deuxième année, lorsqu'on a beau me dire qu'il est marrant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant dans ce qu'il dit quoi? Je le trouve même nullissime. Quoi. Mais voilà, donc on en a, ça c'est vraiment l'illustration de quand on n'est pas dans la langue culture des gens, on ne peut pas comprendre ni interpréter les choses. Sinon, on fait une interprétation saupoudrée et qui est dénuée de sens. Et donc, pour revenir à cette dame-là qui avait fait le dictionnaire jusqu'à présent, qui faisait autorité à Mayotte, j'ai ouvert par curiosité parce que je voulais faire la même chose, j'ai été voir. Elle définit le mot mataba en disant ceci. Mataba, plat fait à base de feuilles de manioc pilées. Il se trouve qu'à Mayotte, évidemment, le sakasaka, on l'appelle mataba. Et moi, lors de ces émissions-là, je dis, vous ne mangez pas le mataba, vous mangez le sakasaka. Et j'ai dit pourquoi. Parce que nous, on a ce même plat au pays. Des fois, on l'appelle mataba, des fois, on l'appelle sakasaka. Et je me souviens que lorsque maman était pressée,
elle n'avait pas le temps de bien piler les feuilles de manioc. Et les feuilles se présentaient un peu en lambeaux comme ça, là, pas bien pilées. Et nous préparait le mataba. Par contre, le samedi, dimanche, quand elle avait le temps, elle recevait ses petites sœurs, elle prenait tout le temps de bien piler. Là, on mangeait le sakasaka ou le ntoba. Donc, j'ai dit que quand je vois dans un dictionnaire, on me définit le mataba comme un plat fait à base de feuilles de manioc pilées, je dis, ce n'est pas la faute de la personne. Parce que la personne a fait quoi? Évidemment, elle a été voir les informateurs dans les villages. Dit, monsieur, madame, ça c'est quoi? Alors que c'est le mataba. Alors, vous faites quoi, comment? Elle écrit. On écrit comme ça, sans comprendre. Et donc, je suis allé plus loin pour dire que d'ailleurs, le mataba, c'est un adjectif qualificatif, mais qui est un mot générique à la fin. Parce que ça peut s'appliquer et aux vêtements, parce que lorsqu'on va chercher les friperies, d'ailleurs au Congo, en tout cas dans la zone Congo, lorsqu'on dit mataba, les vêtements sont parfois qualifiés de mataba, surtout les friperies. Quand vous allez au marché chercher les friperies, on ne parle pas de vêtements, on parle de mataba. Lorsque les vêtements ne sont pas lavés et sont froissés, on parle de mataba. Donc le mot mataba est utilisé quasiment à toutes les sauces où il y a vraiment tout ce qui est froissé finalement s'appelle mataba. Et ça rejoint d'ailleurs le concept de la feuille de manioc qui n'est pas bien pilée, puisque ça se présente en mataba en lambeaux. Quand je donne ce genre d'explication aux Mahorais, ils suivent. Parce que moi, je vis le mataba, je mange le mataba. Je ne l'ai pas lu dans un livre, ce n'est pas de la recherche littéraire, c'est du vécu. Et donc, on parle vrai, on ne peut pas tromper la science ni la littérature d'ailleurs. C'est que où vous vivez l'affaire, vous ne la vivez pas. Et donc, je donnais ce genre d'explication en m'appuyant sur vraiment du concret, du vécu. Et finalement, les dires trouvaient preneur. C'est que les Mahorais étaient contents de m'entendre souvent à la radio. Et d'ailleurs, les journalistes avaient compris en fait cette petite valeur ajoutée que j'apportais à leur connaissance. Si bien que quand le livre est sorti en 2012, publié aux éditions Publibook, ça a été vraiment un succès au niveau de Mayotte. Le succès était tellement grand que j'ai été invité dans beaucoup d'établissements scolaires, collèges comme lycées, pour faire des interventions, échanger avec les élèves. J'ai même été aux Comores pour faire des conférences à l'université, faire des émissions radio-télé. Et pour revenir à Mayotte, comme on disait tout à l'heure, force est de constater que la langue, c'est le ciment d'une culture. Il est difficile de s'approprier une seconde langue, en l'occurrence le français, pour Mayotte, même dans les DOM, si la langue maternelle n'est pas acquise, n'est pas assimilée. Donc, c'est bien ces allers-retours-là. En fait, il faut s'asseoir sur du ciment, qui est la langue maternelle, donc la langue culture de l'élève, de l'apprenant, comprendre ses tenants et aboutissants pour emmener l'élève vers l'excellence en français. Parce que moi, je pense que si vous êtes flottant dans votre culture de base, vous ne pouvez pas l'être, vous ne pouvez pas être stable, avoir les pieds sur terre lorsque vous embrassez une seconde culture. Donc, la mission ou les missions que nous donnons en tant qu'enseignants responsables, c'est de faire prendre conscience, en tout cas aux élèves, que c'est bien de bien s'approprier, enfin, il est correct et normal de d'abord s'approprier sa langue culture avant d'aller comprendre ou intégrer la langue culture qui vient d'ailleurs. En tout cas, le plaisir est grand, et ça me reconforte parce que j'ai eu les mêmes émotions dans certains pays en Amérique du Sud. Alors, comment pensez-vous, comment les Congos sont-ils arrivés dans ces zones-là, au Mayotte, Comores et ailleurs?
Donc, dans mes travaux de recherche, j'avais pu identifier en fait trois vecteurs. Deux vecteurs pour l'arrivée physique du Congo et un vecteur sur l'arrivée du Kikongo. Donc, le premier vecteur, c'est l'expansion arabo-musulmane après aux environs du 9e siècle. Hein, donc, les arabo-musulmans sont allés dans toutes les directions. Donc, ils sont allés vers l'Europe et d'autres sont descendus vers l'Afrique, toujours pour l'expansion de leur religion. Donc, ces personnes-là s'étaient donné une mission civilisatrice, finalement, pour venir dominer et puis dire aux gens comment ils devaient prier. Voilà. Donc, ils arrivent en Afrique avec beaucoup de prétentions. Donc, ils commencent par les pays qui sont proches de l'Égypte, hein, de l'Égypte d'ailleurs, jusqu'en RDC, ex-Zaïre. Donc, toute la côte est africaine vibre avec la religion musulmane. Voilà comment ils ont fait. Donc, ils ont fait, comme ils avaient la technologie pour une navigation long cours, ils ont traversé l'océan, descendu de l'océan Indien jusqu'au Mozambique. D'ailleurs, le mot Mozambique, c'est une déformation d'un prince arabe, Mozambique, etc. Donc, ce n'est même pas un mot africain, c'est un mot d'origine d'un sultan arabe. Je retrouverai facilement où les internautes peuvent aller chercher l'origine du mot Mozambique. Voilà. Donc, ils sont arrivés jusqu'au Mozambique. Ils ne sont pas allés jusqu'en Afrique du Sud, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, de là, ils faisaient des pénétrations dans l'Afrique. Et donc, vous avez la langue qui s'est créée au contact. Donc, quand les musulmans arrivent avec la langue arabe dans les terres africaines, il se fait créer un créole. Le créole, là, s'appelle le swahili. Le swahili, c'est la langue créée par le contact, l'amalgame entre la langue africaine de la côte et l'arabe, langue arabe. Donc, il y a autant de swahili que de régions en Afrique où les Arabes ont été faire leur colonisation. Comme il y a autant de créoles que des zones créoles français, hein, que des zones occupées par la France. Donc, vous arrivez à La Réunion, vous avez un créole qui n'a rien à voir avec le créole que vous avez en Guadeloupe, et même en Martinique ou en Haïti, c'est un peu différent. Et donc, ces gens commencent finalement à sévir les populations noires à partir de la Somalie. Donc, c'est les Somaliens et les Ougandais qui vont être les premières victimes de ces arabo-musulmans. Il faut rappeler d'ailleurs que l'expression Moussenji qui existe ici, hein, vous venez aux Comores, ils connaissent le mot Moussenji. On a chez nous. Et au départ, le mot Moussenji, quand j'étais au Congo, on pensait que c'était une déformation du mot singe. On croyait que c'est le mot utilisé par les colons pour dire que vous êtes proche des singes et tout ça. En fait, ça n'a rien à voir. Le Senji dont on parle là, c'est des gens qui sont originaires donc, de la région ougandaise en montant jusqu'au Kenya, en tout cas à la ceinture Ouganda, Kampala, jusqu'à quasiment en Somalie. À l'époque, il n'y avait pas ces pays-là, puisque ces pays sont nés après la conférence de Berlin. Donc, c'était des régions. Donc, ces peuples-là, les S, donc le Senji, ça s'écrit S-E-N-J. On prononce Senji. 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 Et donc, ces peuples vont être les premières victimes des arabo-musulmans. Ils vont les prendre, les arabo-musulmans vont prendre ces gens-là pour les faire travailler dans toutes les concessions qu'ils avaient en Afrique, y compris à Zanzibar. Allez-y, s'il vous plaît. Y compris à Zanzibar. Et donc, ce mot, les gens venaient, nous on a connu ça un petit peu lorsqu'on a fait le chemin de fer Congo-Océan. On est parti chercher, pas nous, les colons qui avaient fait faire le chemin de fer sont allés prendre les gens un peu partout, au Sénégal, au Tchad, pour venir faire le chemin de fer Congo-Océan. Et c'est comme ça qu'on a eu des Sahara, les Sahara, on appelle ça le Sahara, il y a eu des Sénégalais, des Maliens qui ont travaillé, il y a même des Béninois et les Togolais qui ont travaillé sur cette voie ferrée.
en tout cas la confection de la voie ferrée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on arrive, les arabo-musulmans font travailler les gens qu'ils ont capturés au niveau de la région ougandaise jusqu'au Kenya. Et ils vont les mettre partout, ils ont des plantations. À l'époque, il y avait en fait les plantations genre clous de girofle qui étaient beaucoup consommées dans les pays du Moyen-Orient. Donc, il fallait les planter. Il y avait le safran aussi qu'il fallait planter. Et donc, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et comme les Africains de la terre ferme étaient très résistants, ils allaient d'abord chercher, avant que ceux-là deviennent aussi des captifs, hein, ce sont les CNJ là qui vont travailler sur les concessions de ces Arabes. Et tour à tour, les Africains des terres vont devenir aussi à leur tour finalement des esclaves déportés dans l'océan Indien et surtout en Arabie Saoudite et puis en Irak. Vous savez qu'en 91-12, lorsque la guerre d'Irak a éclaté, j'avais des amis à Paris qui me disaient, mais il y a des gens d'origine syrienne et compagnie qui me disaient, mais Richard, c'est bizarre. À la télévision, on ne voit pas d'arabe, on ne voit pas de noir, pardon, en Irak là-bas. Mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, mais il y a des quartiers à Bagdad de noirs africains. Il y a des quartiers entiers. On ne les a jamais vus. Ils sont des parias. C'est des gens, en fait, qu'on a parqués dans des zones comme ça, bannies, hein, de banlieues, qu'on ne voit pas. Et ça existe. Vous allez en Arabie Saoudite, encore, on les voit un petit peu quand on montre les villes d'Arabie Saoudite, vous voyez les gens, population d'origine noire. En Syrie, ils existent. En Irak, ils existent. On ne les voit jamais. Ils sont vraiment bannis. Et donc, c'est à cette période-là que les sultans ayant besoin de main-d'œuvre gratuite et servile vont faire la commande aux navigateurs pour leur ramener en fait, des esclaves. Et à un certain moment, les Africains commencent à s'organiser pour faire face à ces agresseurs-là, qu'ils vont créer des viviers d'esclaves dans Mayotte. Donc Mayotte fut un vivier d'esclaves. C'est-à-dire que les Africains étaient emmenés ici, ils faisaient des enfants, et dès que l'enfant avait un peu de muscle, il était en âge de travailler, donc on va dire aux environs 12, 13, 14, on le prenait, on l'amenait. Dès qu'ils, oui, c'est ça, il partait. Et ça, je l'ai lu dans un ouvrage d'un historien malgache qui a travaillé sur cette question-là, que Mayotte fit un vivier d'esclaves. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que quand je suis arrivé à Mayotte, par exemple, j'avais constaté quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a les femmes d'ici, qui sont bantoues à la base, sont très détachées de leurs enfants. Et ils n'ont pas ce côté qu'on a, nous, en tout cas en Afrique, où la maman vraiment tient mordicus à l'enfant. Ici, il y a un détachement tel que la maman peut facilement se détacher de son enfant. Et l'historien explique ce phénomène par rapport à cela. C'est-à-dire que les gens, les mamans ont vu les enfants partir très souvent et donc ils se sont donné en fait, comment dire, un modus operandi. Hein. Ils se sont dit, finalement, comme on nous prend tout le temps nos enfants, mais finalement, il faut se résoudre à les voir partir. Si bien qu'il y a un détachement, et ça, c'est, j'avais parlé avec une sociologue, une assistante sociale, pardon, qui m'avait confirmé cela. Il m'a dit, mais je ne comprends pas à Mayotte comment les gens, ou pas seulement Mayotte, même au Comores, les gens sont très détachés. Les femmes, par exemple, quand on va en Afrique, comment la maman porte l'enfant, garde l'enfant, la maman elle est la protectrice de l'enfant. Ici, force est de constater qu'il y a un détachement qui est quand même, qui peut vraiment étonner le Bantou Congo que nous sommes. Alors, que veut dire le mot Mayotte? Quelle est l'origine du mot Mayotte?
Mayotte, Mayotte, ça vient du mot arabe Maouti. Donc, c'est par déformation qu'on est arrivé au mot Mayotte. À la base, quand les boutres des arabo-musulmans arrivaient à Mayotte, se fracassaient sur la barrière de corail. Il faut savoir que Mayotte est ceinturée par une barrière de corail. Et cette barrière de corail, suivant les marées hautes ou basses, cause beaucoup de dégâts aux bateaux. Jusqu'à présent, quand les bateaux rentrent, les gros bateaux viennent à Mayotte, ils ne passent pas n'importe où. Il y a des lieux par lesquels ils passent. Et donc, les boutres d'Arabes qui venaient échouer tout le temps, s'échouer sur la barrière de corail, et à l'époque, vous pouvez imaginer, il y a 5-10 siècles, ils avaient pensé que c'était une malédiction divine. Donc, ils avaient baptisé l'île de Mayotte l'île de la mort, Maouti, qui a donné Mayotte à la suite. Voilà comment le mot Mayotte est arrivé dans le corpus linguistique français. Et les terres, les Congos qui sont arrivés dans ces zones-là, ont-ils baptisé certaines de ces terres le mot Congo? Oui. Parce que partout où il y a de Congo, vous trouverez toujours le fait que il y a une terre qui s'appelle Congo, partout, au moins, Oui. là où j'ai été. Voilà. En effet, donc d'ailleurs, les historiens vous le disent, quand vous allez quelque part, vous commencez par demander les noms des lieux et vous allez vite comprendre quels sont ces peuples-là qui ont habité et colonisé ces lieux. Donc ici, par exemple à Mayotte, il y a une localité qu'on appelle Kungu. En fait, d'après un historien de la place, qui est un ami, ex-maire de la même localité, il me disait que sur les cartes géographiques de Mayotte, jusque dans les années 50, cette localité portait le nom de Congo. Donc, c'est par pure magie ou un tour de passe-passe que ce Congo est passé en Kungu. Mais c'est Congo, de toute façon, je ne vois pas trop bien la différence. Donc, voilà. Et je disais tout à l'heure que j'avais identifié dans le cadre de mes recherches 2 vecteurs qui ont mené les Congos ici. Donc, le premier vecteur, c'est les Arabo-musulmans qui sont allés jusqu'à Kinshasa, en RDC. C'est pour ça qu'on parle Swahili du côté Kivu. Donc, le Swahili, je répète, c'est l'amalgame entre la langue arabe et la langue africaine. Donc, voilà, et ces gens-là sont arrivés jusqu'au Congo, jusqu'à chez nous. Mais on a oublié parce que c'est tellement lointain. Et la preuve, c'est qu'il y a des mots qu'ils ont laissés dans notre corpus linguistique. Quand vous dites talatala, quand vous dites mananasi, quand vous dites biriki, tibiriki, ça vient de birika. Birika, c'est un mot arabe. Donc, même jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les constructions en Europe se faisaient par mortier. Ils ne connaissaient pas la technique des briques. Cette technique-là, cette technologie, c'est vraiment l'apport des arabo-musulmans en Europe et en Afrique aussi. Chétoine, qui a donné le mot Satan, c'est un mot arabe. Donc, Satana, ce n'est pas français, ça vient de l'Arabie arabe. Et Mananas, nous, on n'avait pas la technologie. Donc, vous avez vu tout à l'heure comment on se parfume ici. C'est avec les fleurs. Donc, mais la spiritualité, est-ce que la spiritualité Congo est-elle présente à Mayotte? Bien évidemment. Ici, le Nganga s'appelle Nganga. Le Nganga, donc le tradit praticien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le Mbikuri, tout ça. Il y a des Mbikuri ici, il y a des tradis praticiens, il y a les Nganga, il y a Fundi Anyora, Fundi associé, les gens qui savent les astres, l'avenir. Tout ce qu'on a au pays, ça existe ici. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a un syncrétisme, comme nous, on l'a vécu, on le vit au Congo. C'est qu'il y a la religion chrétienne qui est arrivée, et puis finalement, avec nos pratiques religieuses, ça a fusionné, ça fait un syncrétisme. Chez eux, ici, ce n'est pas avec la chrétienté, c'est avec l'islam. Mais en dessous, c'est comme chez nous, on va à l'église.
in fine, les parents ne sont pas des vrais chrétiens convaincus. Ils font ça un peu parce que le colon est passé par là. La vraie vibration spirituelle au Congo, c'est pas l'église, c'est le Munza. Voilà. Ici, c'est pareil. Donc, vous avez les gens qui vont à la mosquée, c'est le code, hein, ça c'est le protocole, parce que du temps de la colonisation arabo-musulmane, pour recouvrir sa liberté, il fallait évidemment aller à la mosquée. Mais n'empêche que l'esprit ici, c'est la même manifestation que chez les Congos. Donc, ils ont leur Ngunza, ils ont leur manifestation spirituelle. Le Shigoma, par exemple, que vous allez passer tout à l'heure, mais à la base, c'est une manifestation culturelle. Hein. Ce n'est pas du tam-tam en danse, non. C'est-à-dire que c'est une vraie connexion avec les esprits. Voilà. Donc, ils appellent ça Shingoma, mais c'est vraiment, quand vous suivez ça bien, moi je suis allé à ces rituels-là, vous voyez que ce n'est pas la danse au sens danse moderne, c'est vraiment une connexion spirituelle avec les aïeux, avec tout ce qu'on veut, avec la nature. Donc, vous retrouvez ça au Congo, hein, dans la culture du Congo. Nous, de notre émission. Alors, avant de vous présenter quelques pas de Chingoma, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le livre qui venait de paraître, votre livre? Oui, merci. Ça, c'est le lexique de l'anthroponyme Congo, c'est-à-dire que dans ce lexique-là, que j'ai travaillé avec mon éditeur, monsieur Mawawa Makissé, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, que je salue au passage, j'ai voulu rendre compte de la richesse de nos noms. Vous savez qu'actuellement, il y a le débat, hein, il y a un débat en France, initié par certaines personnes, parfois mal intentionnées, qui demandent que quand vous êtes en France, au nom de l'intégration, même pas l'intégration, de l'assimilation, il faut porter des noms franco-français. Voilà, au motif que si vous portez vos origines africaines, vous ne serez pas assimilé ni intégré. Et donc, ça arrive en fait à prénommer parce que finalement, je donne dans ce livre la signification, le sens et le côté symbolique de chaque nom africain. Parce que nous, au Congo, lorsqu'on s'appelle Masengo, Massamba, Mbukadia, personnellement, on sait pourquoi on s'appelle comme cela, parce que les parents nous expliquent. Mais on ne sait pas forcément pour le voisin. Et donc, je me suis donné en fait cette tâche de faire une compilation des noms Congo pour que ceux qui sont sortis du Congo depuis longtemps puissent se reconnecter. Parce qu'il y a des gens, Dieu merci, qui sont arrivés tardivement parfois aux Antilles ou à La Réunion, au nom de l'engagisme, ou même du temps de l'esclavage, qui ont pu garder leur nom. Et donc, ceux-là ne savent plus trop bien pourquoi ils s'appellent un tel ou un tel. Là-dedans, ils pourront retrouver matière. Parce que chez nous, qu'on dit chez nous, dans la culture bantou, notamment Congo, le nom n'est pas une simple étiquette comme ça. Là. On ne vous appelle pas seulement comme ça. Non. Si vous vous appelez Mbemba, le Baki, c'est qu'il y a une histoire. Mbumba, il y a une histoire. Le Mbumba, c'est le potier. Ça veut dire que M. Mbumba, vous êtes fils de potier, comme ça vous héritez du nom de ce potier. Sinon, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur la poterie et que vous avez porté ce nom-là, etc., etc. Donc, on ne s'appelle pas comme ça la qualification, non, c'est important. Moi, j'ai été à La Réunion et j'ai vu un petit peu, j'ai lu sur la littérature hein, très, très abondante sur comment on a donné les noms aux anciens esclaves lorsqu'ils sont devenus libres. Mais c'est vraiment tragique quand on voit comment les gens se sont amusés, parce que quand je dis les gens, les propriétaires d'esclaves, hein, donc les esclavagistes, comment ils se sont amusés parce qu'ils étaient sommés par l'administration de trouver des noms aux gens qui étaient esclaves dans leurs concessions
il fallait les nommer. Alors, il y en a qui se sont amusés. Moi, je parle du cas de la Réunion que je connais bien. Ah, ils sont allés fouiller dans la mythologie grecque. Ils sont allés partout, du n'importe quoi. Il y a des gens, moi j'ai enseigné à la Réunion pendant 6 ans, mais je peux vous dire qu'il y a des noms, quand vous faites l'appel dans les classes, vous avez pitié. Et comment une personne peut s'appeler comme ça? Comment on peut. C'est pas possible. Et donc, et donc, ça veut dire quoi? Maintenant, il y a un lexique des noms Congo qui existent. Ce que moi je demande, en toute humilité, c'est pour ces gens-là, pour qu'ils retrouvent leur dignité, mais de fouiller là-dedans et de trouver le nom valorisant. Parce que ces noms-là sont dévalorisants. Les noms donnés par les esclavagistes sont dévalorisants. Aujourd'hui, la loi en France permet aux gens de changer de nom. Il y a des noms, même pour nos amis franco-français, si le nom porte préjudice à la personne, on lui donne le droit de faire la démarche administrative pour changer ou modifier le nom. Il y a des gens, on a vu tous à la télé ou à la radio, on a entendu à la radio, qui portaient des noms du genre cocu, voilà. On leur permet d'aller dire à l'état civil que non, mais ce nom-là, surtout pour les enfants, c'est pas bien. On change de nom. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est aidé par la génétique. Beaucoup d'Américains le font. Matt Tyson, par exemple, pour ne citer que cette personne-là, a fait la démarche. Et biologiquement, génétiquement, on lui a fait comprendre qu'il était originaire de la région Congo. Beaucoup de gens le font. Donc, si vous savez que vous êtes originaire de la région Congo et que vous appelez Johnson, Middleton, LeBron, tous ces noms farfelus là qui ne veulent rien dire pour les Bantous, faites la démarche. Quoi. Je veux dire, à l'époque, moi je peux comprendre qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas faire ce genre de démarche parce que c'était problématique. On est au XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XVIIe siècle, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens sont libres. La loi permet de faire la démarche. Il y a la génétique qui aide à savoir d'où vous êtes parti d'Afrique. Donc, nous, on se focalise sur la partie, finalement, Afrique centrale, mais ces travaux ont été effectués quasiment dans tous les coins d'Afrique. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez en Afrique australe, vous allez en Afrique de l'Est, vous avez des lexiques comme ça. Je demande à ces personnes-là de faire la démarche pour qu'ils aient des noms qui aient du sens et une signification. Et pas des noms donnés comme ça par des gens qui sont pressés par l'administration et qui s'amusent à vous appeler cabri, je ne sais pas quoi, mouton à 2 têtes ou à 3, machin. Il y a même des 3 balles. 3 balles. Il y a un athlète là, français qui s'appelait 3 balles. C'est pas 3 balles. Il y a des ferblantiers, il y a des 3 balles, il y a des ferrars. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. On est au XXe siècle, les gens doivent prendre leur destin en main et le destin commence par le nom. Je vais vous dire d'ailleurs le contre-exemple, parce qu'il faut parler dire des choses. On nous parle de l'assimilation. Je connais des gens antillais, des amis, j'ai des amis antillais, guyanais, il y en a qui m'ont dit. Mais Richard, tu peux savoir la honte que j'ai eue à chaque fois que j'étais sélectionné pour un entretien. J'étais retenu pour un entretien. La personne s'appelle, voilà, un nom franco-français. Et au téléphone, c'est des gens qui sont nés en France, donc évidemment, il n'y a pas d'accent voilà, africain. Et seulement, à chaque fois qu'ils se présentent à l'entretien, on sent une sorte de gêne. Parce que la personne en face, le recruteur en tout cas, s'attend à voir un caucasien. Et voilà que le Dupont-Durand qui est en face, finalement, c'est un noir. On sent, mais on ne le dit pas. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. La personne ne vous dit rien, mais il y a une espèce de gêne qui entoure en fait l'ambiance. Évidemment, le protocole veut que l'entretien se passe, et ça se passe. Sauf que quand vous sortez de là, vous avez tout de suite compris que vous ne serez pas retenu. Voilà. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut envoyer un CV avec le nom au Bantou. Et comme ça, si la personne a un problème avec les Bantous,
ne vous fait pas déplacer pour rien. Alors, au moins qu'il fasse la sélection avant que vous n'arriviez sur place. Comme ça, vous ne perdez pas le temps. Vous irez là où on va vous appeler avec votre nom de Konaté, Bamba, Moussa, Massengo, Bilolo, Zingola, Massamba, Nkewa. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce lexique. Pour appuyer ce que vous dites, je travaille beaucoup dans les Antilles, je travaille beaucoup en Amérique du Sud. Il faut traduire votre livre en langue espagnole. C'est attendu d'urgence. Il y a des gens qui veulent changer leur nom. Ils disent, mais quel nom je dois prendre? Quelle est la signification de ce nom? Donc, ne soyez pas surpris si vous recevez un de ces jours une invitation pour prendre part à un Malaki Makongo qui se passera au Brésil, en Argentine, en Équateur ou je ne sais où. Alors, nous allons écouter un peu de la musique Chingoma, le Chingoma, et après, vous allez dire votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Où est-ce que nous sommes là? On a, ok.
Le Chingoma. Ben, c'est du Chingoma. C'est la musique locale. Traditionnelle. Pardon? Musique traditionnelle locale. Musique traditionnelle locale. Alors, vraiment, c'était merveilleux. Votre dernier mot, monsieur Richard Nzingula. Tata Richard. Ben, le dernier mot, c'est le témoignage d'un monsieur d'un certain âge à la plage. C'est un ami à moi qui était invité à un pique-nique, donc au bord de la plage. Ici, les samedis, dimanches, quand les gens ont le temps, ils se retrouvent au bord de la plage aussi pour faire des grillades et puis partager des bons moments ensemble. Et ce jour-là, l'ami congolais qui était avec ses amis mahorais assistait à une scène qui vraiment va consolider en fait nos convictions et nos constats. Ce jour-là, c'est une discussion entre deux jeunes de mahorais. Il y a un qui dit oui, mais pourquoi vous dites qu'on est tous des Comoriens? L'autre, parce que l'autre disait évidemment, nous sommes tous des Comoriens, il n'y a pas lieu de faire des problèmes aux Comoriens qui viennent ici, qu'on qualifie de clandestins, etc., etc. Et donc, c'était vraiment tendu entre les deux jeunes. Et le monsieur, le vieillard qui était là, va dire non, les enfants, stoppés. Nous ne sommes pas des Comoriens. Nous, on est des Mahorais, on est des Congolais, on est des Congos. On est venus du Congo. Et l'ami va tendre l'oreille pour dire un peu ce que ce monsieur-là voulait dire. Il dit non, nous, on est arrivés ici par le billet, par tel billet. Il va expliquer en fait que, en tout cas, les parents nous ont toujours dit que c'était un bateau de négriers qui avait échoué sur la barrière de corail. Et finalement, comme le bateau commençait à prendre de l'eau, les négriers, soucieux de leur outil de travail, vont en fait s'atteler à colmater les brèches. Et pendant ce temps, tous les captifs, donc les captifs noirs Congo, vont descendre du bateau et s'enfuir. Ils vont fuir vers la terre ferme. Ils ne savaient pas trop bien où vous allez, mais ils se sont dit non. Comme là, il y a un problème, là, il y a un souci, nous on va partir. Et donc, tout le monde est allé en direction de la terre ferme. Voilà l'argument que ce monsieur-là, âgé, va donner à un des belligérants, finalement, donc, qui était dans la discussion, pour le calmer, pour éviter de confondre, d'après lui,
les Mahorais avec les Comoriens. Évidemment, parce qu'en fait, du temps où Mayotte faisait partie du giron comorien, il faut savoir que tout était concentré en fait dans les îles d'Anjouan et des Grandes Comores. Là-bas, il y a eu un fort métissage des arabo-musulmans avec les Bantous. Et c'est souvent des Bantous de la côte Est, donc venus du Kenya, du Mozambique et un peu de la Somalie. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à Anjouan, vous allez croiser des gens qui sont très typés maghrébins. Il y a du monde là-bas très typé maghrébin, quasiment, on va dire quoi, 40% de la population anjouanaise, donc une des trois îles des Comores aujourd'hui, c'est ça. Et donc, du temps où ils faisaient partie d'une même entité, donc Mayotte, Anjouan, Moélie et les Grandes Comores, les Mahorais étaient rejetés. Ils étaient bannis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école à Mayotte. Tout était finalement à Moroni, en fait, aux Comores, là-bas, et puis à Moroni et à Anjouan. Donc, les élites, tout ce qui était d'ailleurs, tous les présidents qui sont succédés, ils étaient soit des Anjouanais ou des Grands Comoriens. Et les Mahorais ne comptaient pas du tout. Parce que Bantou, parce que Congo. D'ailleurs, ici, ils ne le disent pas très souvent. Mais quand vous tendez bien l'oreille, le mot Congo signifie ça a un peu la même connotation que le Moussenji. Ils ne le disent pas par décence. Et on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait vraiment une vraie ségrégation, donc en fait une pigmentocratie. Une pigmentocratie, c'est qu'en fait, plus vous montez dans la couleur de la peau, mieux c'est pour l'échelle sociale. Et donc, plus vous descendez, parce que les Mahorais sont les plus foncés des 4 îles, et puisque d'origine Bantou Congo. Donc, ils ont été pendant longtemps rejetés. Quand vous parlez avec les Mahorais de base, ils vous le disent. Moi, j'ai eu les témoignages des Mahorais d'ici qui m'ont dit oui, nous avons demandé à être des Français parce que vraiment, on ne pouvait plus vivre la ségrégation ou le bannissement. Et donc, aujourd'hui, lorsque on ne connaît pas cette histoire-là, on peut penser que finalement, il y a eu un souci. Comment ça se fait qu'au départ, on avait 4 îles et puis il y a une qui est devenue française? Non, cette île est devenue française parce que les sévices pratiqués par leurs frères des îles à côté étaient trop. Il y avait vraiment un bannissement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous venez à Mayotte, les grands, les notables, soit les maires, s'il y a quelques médecins à Mayotte, ce sont les gens tous à la base comoriens, enfin grands comoriens ou anjouanais, qui ont choisi finalement de devenir français parce que bon, ils avaient plus à gagner à être français. Mais les Mahorais de base, c'est aujourd'hui qu'on les forme. On dit aujourd'hui, il faut savoir qu'à Mayotte, la scolarisation est obligatoire depuis 1995. 1995. Donc, avant 1995, il n'y avait aucune obligation d'aller à l'école ou d'inscrire son fils à l'école, son enfant. C'est-à-dire, et pourtant, vous avez des intellectuels au Comores. À la Grande Comore et en Anjouan, vous avez des grands avocats, vous avez des médecins, des chirurgiens. Vous n'avez pas ça à Mayotte. Donc, en fait, tout ça nous amène à penser et à consolider notre idée que Mayotte est habitée par les Congos, Bantous, qui ont été victimes du bannissement, de la ségrégation de la part des arabo-musulmans qui sont foisonnés, mélangés avec certains Africains. Aujourd'hui, la conscience Congo veut que tous les fils et filles Congo doivent se retrouver, où qu'ils soient. Et en passant, je salue le travail que vous effectuez à travers vos activités, vous allez aux Amériques, à aller retrouver tous nos frères qui sont partis. Ils sont partis, pas parce que nous, on avait des projets de partir. Non, on nous a mis dans des projets d'autres personnes. Et que nous, on n'a rien demandé. Et voilà qu'on se retrouve un peu ici et là. Donc aujourd'hui, moi, je salue le travail, cher ami, que tu fais. Dieu merci, on commence à regarder aussi du côté de l'Afrique, là où sont les Congos.
Parce qu'avant, l'histoire qui est complètement biaisée nous a seulement appris que les Congos étaient partis aux Amériques, alors qu'on est ici à côté. On est à côté. On est à côté. D'ailleurs, en passant, il faut savoir que Madame Césaria Evora, c'est une Congo. C'est une Congo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, les Congos qu'on trouve au Cap-Vert, c'est des Congos. Quand les Anglais ont commencé, avaient arrêté, avaient intimé l'ordre d'arrêter l'esclavage, le trafic en fait humain, les Portugais continuaient à faire ce trafic-là. Et donc, lorsqu'ils sont allés, les derniers bateaux qui sont allés prendre les Noirs Congo, le bassin Congo, Angola, Congo, Brazzaville, Gabon, lorsqu'ils avaient été tombés sur des patrouilles anglaises, parce que les Anglais faisaient des patrouilles, ils se précipitaient de lâcher ces Noirs-là au Cap-Vert. Donc voilà comment les Césaria Evora et beaucoup de Cap-Verdiens, en fait, on ne sait pas assez, on ne sait pas assez dit peut-être, ils sont d'origine Congo. Il y a une des chansons où Césaria Evora dit Angola, Angola, j'oublie un peu l'air de la chanson. En fait, elle le dit, il vient d'Angola. Quand on regarde bien la défunte Césaria Evora, on voit que c'est une femme Congo. Ça, pas de doute. Et donc, même au Cap-Vert, il faut y aller. Il faut y aller au Cap-Vert, c'est le Congo. Ces gens-là, cette histoire est bien documentée. Hein. Quand les Anglais faisaient la guerre aux Français, continuaient l'esclavage et aux Portugais. Et donc, ici à Mayotte, vous avez d'ailleurs des témoignages des gens qui vous disent oh, mais nous, on était tenus de voir les Blancs taper les Blancs. Les Anglais ont tabassé les Français ici à Mayotte, au XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, parce qu'ils ont continué de faire l'esclavage alors que l'Angleterre avait décidé, à l'époque, l'Angleterre, c'était la première puissance mondiale, avait décidé de stopper ou de faire stopper l'esclavage. Et il y avait des voyous comme ça, quelques trafiquants, qui continuaient ce commerce honteux. Et donc, c'est comme ça qu'à Mayotte, les anciens ont vu des Blancs français se faire fouetter par d'autres Blancs. Et ils ne comprenaient rien. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, au Cap-Vert, ça s'est passé comme ça aussi. Et quand les Portugais étaient pris en flagrant délit, ils se sont fait tabasser. Et donc, dans la foulée et dans la précipitation, ils laissaient les bateaux là. Et puis, les captifs se sont retrouvés sur la terre ferme. Et ils sont installés là finalement. Et puis après, c'est parti. Voilà. Donc, ce travail, cher ami, est immense. On doit le faire pour mémoire et puis pour redonner la dignité à ceux qui ont été victimes de ce trafic honteux. Mais voilà, c'est mon mot de la fin. Un mot de la fin qui ne dit pas son nom, un mot de la fin qui n'est que le début de tout, parce que j'estime que nous n'avons pas le droit nous on dit recommence. C'était donc un grand plaisir de vous avoir reçu, Tata Richard Nzingula. C'est un grand plaisir et je pense que ce n'est qu'un début, parce que ce que nous avons commencé, comme vous avez bien su le dire, ce que nous avons commencé est important et c'est attendu dans beaucoup de points de la Terre. Voilà. Nous allons nous arrêter là. En remerciant. Merci, le plaisir est partagé. En tout cas, nous nous arrêtons là en remerciant Tata Nzingula et nous estimons nous retrouver dans les jours prochains pour continuer ce que nous avons commencé, parce que chez nous on dit recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence,
même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Nous avons donc terminé notre émission de ce soir. Nous, c'est Malaki Makongo. Nous avons aujourd'hui reçu un grand chercheur d'Atanzingula qui nous a parlé des survivances de la culture Congo, de la langue de la culture Congo dans l'océan Indien. Voilà. Je disais que nous sommes Malaki Makongo. Notre émission, c'est La Nation Congo, qui normalement passe tous les vendredis. Aujourd'hui, spécialement, nous avons voulu le faire aujourd'hui de telle manière que vendredi, tout soit OK. Alors, nous avons terminé. Moi, c'est le prince de Nsundi, Masengo Babongolo. Merci beaucoup. Merci. À nous revoir prochainement dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV. Terminé. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Epakindundu, pelekete pakindundu.
Aïe, Aïkate, Mundi la Congo. Aïe, Aïkate, Mundi la Congo. Aïkate,